Forum Télévision, bienvenue dans la nuit du sport. Nous sommes le mercredi 2 septembre 2020. L'épidémie du coronavirus oblige le Cameroun à revoir son programme de relance des compétitions de football notamment. Initialement annoncé pour le 26 septembre prochain, la Fédération camerounaise de football fait marche arrière et se projette plutôt sur le mois d'octobre. Mais même là, rien n'est sûr. Vous écouterez les précisions du président du comité technique transitoire de la FECAFOOT, Alim Konaté, tout à l'heure. Il reviendra également sur certaines mesures qui ont été prises pour accompagner les clubs. On va également, dans cette émission, s'interroger sur l'absence de visibilité du calendrier de démarrage du championnat. Est-ce que cela peut poser un réel problème dans la préparation de l'équipe du Cameroun qui s'apprête à organiser le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, en 2021. Le sélectionneur des Lions indomptables Aprime Clément Aroga, lundi, a publié une liste de 30 joueurs et 9 autres sur une liste d'attente. Et ces joueurs doivent entrer en stage dès le 15 septembre prochain du côté de Mbankomo. La préparation dans le contexte actuel sera-t-elle optimale à quelques mois du début du CHAN? On posera la question dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat à nos invités. Cela après la pause actu. Emmanuel Mahop, analyste des sports, est avec nous ce soir. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous faites l'honneur, justement, de par votre ton, de par votre thème vocal et votre tenue aussi, de m'honorer à cet échange. Merci encore une fois, ma chère Lydia. Et comme j'aime à le dire, j'ose espérer que je serai à la hauteur des échanges. Je salue les téléspectateurs de la nuit du soir. En plateau ce soir, Ernest Mabouka, entraîneur de football. Coach, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir au copanaliste Mahop. Je crois que nous serons à la hauteur de cet échange. Je dis bonsoir à tous nos téléspectateurs. God bless everybody. Merci. Voilà pour le panel, car vous le savez, en raison de la crise sanitaire actuelle, cette émission est produite dans des conditions particulières. Sans transition, on commence la première partie de ce magazine avec quelques faits d'actualité dans la pause actu ce soir. On démarre par un hommage à Stephen Tato, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, qui a définitivement raccroché les crampons. Ses obsèques, c'était la semaine dernière. Il a été inhumé à Yaoundé, c'était samedi dernier. On va vous proposer, avant les réactions en plateau ici, d'écouter quelques réactions de ses anciens coéquipiers ainsi que le président de la Fédération camerounaise de football qui a assisté à ces obsèques à Yaoundé. On écoute. Pour moi, il restera parmi nous, on parlera de lui au président, on ne l'oubliera jamais, il restera dans mon cœur, dans nos cœurs. Et comme on dit, un lion ne meurt pas, il dort. Un autre collaborateur et une autre légende, la personne de regretter Tato. C'est un moment difficile pour le personnel, pour tout le monde, mais nous allons tout faire pour l'accompagner dignement et pour qu'il repose en paix. Notre capitaine qui était aussi vaillant, le voir coucher comme il est couché là, c'est très dur pour nous. Très dur. Pour moi, il reste. Comme on a pu le constater en fin de semaine dernière, coach Ernest Mabouka, le Cameroun, qui a fait ses au revoir à l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, Stephen Tato. Peut-être un message? Je crois, comme dirais-je tout un chacun, c'est un peu difficile de perdre un monsieur, c'est difficile de perdre un capitaine, un peu difficile de perdre un responsable qui était ce grand monsieur. Je crois qu'il m'appelait toujours Kipa. Et je crois que le Cameroun aujourd'hui, ça nous sert de leçon de pouvoir ne serait-ce que regarder. Vous l'avez connu quand même? Très bien même, très bien. On s'échangeait de temps en temps qu'il me voyait à Yaoundé. Il m'appelait toujours Kipa. Et quel qu'en soit, on essayait de rigoler parce que à un moment, on s'est croisés sur un terrain de football à jouer. Et ça m'a fait plaisir parce que quelque part c'était un monsieur humble, c'était un monsieur qui était toujours à l'attente de coûter tout un chacun et de pouvoir servir. Je crois qu'aujourd'hui ça doit plutôt servir le sport et tous ceux qui sont responsables du sport, comment nous devons faire pour gérer quand nous sommes en vie et comment pourrais-je ne serait-ce que regarder dans le futur. Je crois qu'aujourd'hui on n'est pas éternel. Mais quand on perd
un papa, un grand frère qui était un monsieur simple, qui était abordable, qui était jovial avec tout le monde. Je crois que c'est dur. C'est dur le sport comme on a perdu un monsieur. On comprend, Emmanuel Mahop, que l'entraîneur le dit, hein, on doit tirer des leçons. Vous qui suivez évidemment l'actualité autour du foot, Stéphane Tato, on en a parlé, sa disparition, évidemment, ça a été un choc pour pas mal de personnes. Qu'est-ce que vous, par exemple, de votre position d'analyste, de votre position de fan de football, vous retenez du parcours de ce monsieur? On va retenir déjà qu'il était un joueur amateur, honnêtement, du moins pendant qu'il brillait en sélection. Il a démontré que les amateurs pouvaient avoir leur place. C'est vrai que pendant qu'il jouait peut-être un peu plus avant, certains textes introduisaient de fait des amateurs, voyez-vous, et permettaient aux amateurs d'aborder le brassard de capitaine. Mais lui, il a tenu, parce qu'il n'était pas un amateur quelconque. En réalité, il se retrouvait quand même devant ses camarades professionnels qui évoluaient en Europe, en Hexagone, etc. et se retrouvait en faire de super compétitions, comme au Maroc, notamment en 88, ben, il est certain que Tato Stéphane a marqué de son empreinte. Je parlais du Maroc, Aziz Boudherbala, vous le connaissez, demi-finale contre le Maroc. Voyez-vous, Aziz qui était la terreur des adversaires, mais Tato l'a mis dans la poche, l'a éteint complètement, et même en Argentine. Donc moi, c'est ce que je retiens. Voyez-vous que quelqu'un comme Stéphane Tato se retrouve avec ses coéquipiers internationaux, justement, et en viennent à produire des résultats de fort belle manière dans des compétitions assez élevées, assez huppées, comme la CAN, comme la Coupe du Monde. Honnêtement, c'est extraordinaire. Ben voilà, qu'il soit moulé dans ce groupe-là, comme s'il était également professionnel. C'est ce que je retiens. Après, justement, quand on revient, on se rend compte, évidemment, Ernest l'a dit, c'était un monsieur vraiment d'une humilité à nul autre pareil. Mais sauf que d'aucuns confondaient son humilité, sa modestie et le reléguaient, j'ai envie de dire, à des tâches pas sympas du tout. C'est ce que tout le monde a retenu. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces obsèques, en réalité, ont été courus dans le bon sens comme dans le mauvais. Bon sens, évidemment, quand on perd un être, évidemment, on se doit de faire une sorte de John Fenton pour l'accompagner à sa dernière demeure. Mais après, il y en a justement qui hier le vilipendaient, mais qui se sont retrouvés à tenir des propos assez sympa à son endroit. Et du coup, ça fait tache d'huile. Voyez-vous, peut-être Stéphane Tato, très humble, très modeste, je l'ai dit précédemment, mais d'aucuns pensaient... aussi, hein. Oui, d'aucuns pensaient qu'en réalité, parce qu'il était modeste, on pouvait le réduire à une sorte de mendicité, entre guillemets, je vais le dire comme ça, je mets les guillemets, parce que, voyez-vous, mais in fine, on va confier son âme au Seigneur, en espérant justement que la terre de ses ancêtres, parce qu'on l'a inhumé à Yaoundé, c'est encore un problème. Peut-être d'aucuns auraient voulu que ça se fasse dans son coin natal, mais pour certaines raisons, évidemment, ça n'a pas été possible. Mais voilà, il est là où il nous regarde. Que son âme repose en paix et surtout que le Tout-Puissant lui réserve une place de choix dans son Saint-Royaume. Alors, quand vous dites qu'il faut retenir les leçons, vous faites référence à quoi? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques au lendemain de sa disparition et on est revenu peut-être remettre sur la table la problématique justement de l'après-carrière. Comment est-ce que on devrait envisager cela, même étant déjà en activité? Je crois que le plus important, c'est de ne pas compter sur des gens qui sont tout autour de vous. C'est de compter à ta personne, parce que, quel qu'en soit le cas, quand vous avez des projets et quand vous avez à faire quelque chose, si vous aimez le sport, dans le sport, essayez de pouvoir ne serait-ce que arranger, à pouvoir ne serait-ce que faire quelque chose qui pourra ne serait-ce que vous donner des revenus. Ça veut dire qu'il y a un business plan qui pourra ne serait-ce que vous aider à pouvoir gérer votre fin de carrière. Je crois que le plus important que je pouvais ne serait-ce qu'ajouter, c'est de pouvoir aider à ce que vous n'ayez pas de problème avec des gens. Je crois qu'aujourd'hui, Stéphane Tato, paix à son âme, nous amène à pouvoir ne serait-ce que penser plus. Parce que je me dis, c'est un pasteur qui a dit cet adage dans un deuil, en disant qu'il faudrait automatiquement essayer de préparer son avenir et regarder devant, et ne pas regarder derrière. Parce que quand les années passent,
Et c'est l'âge qui est en train de partir. Et puis, c'est le corps aussi qui ne va pas répondre comme on était jeune. Et ça fait en sorte que quand vous ménagez bien votre monture, tout le reste se suit. Je crois qu'en tenant compte de ça, il faudrait automatiquement que tout un chacun actuellement puisse ne serait-ce être conscient et pouvoir gérer ses fins. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est important ça aussi, Emmanuel Mahop? Oui, c'est important. Très important d'ailleurs, c'est même fondamental, voyez-vous. On dresse son lit comme on s'y couche, hein. Ne perdons pas ça de vue. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de vous non plus. C'est les linguistes français qui l'ont inventé. Évidemment que le jour où un joueur, le premier jour que vous paraphez votre premier contrat, vous devez préparer votre peut-être que vous ayez 18 ans ou non. Parce que la carrière d'un joueur, elle ne tient qu'à un fil, hein. Voyez-vous d'ailleurs la carrière d'un homme de manière globale. Dès lors que notre souffle de vie ne dépend pas de nous, évidemment, vous pouvez clamser, vous pouvez casser votre pipe à tout moment, de manière accidentelle, de quelque manière que ce soit. Donc la vie de l'homme ne tient qu'à un fil. Encore moins celle d'un footballeur, parce que lui, il peut peut-être pas décéder, il peut se blesser, il peut avoir des bobos, il peut avoir des coups difficiles qui l'empêchent de poursuivre sa carrière. Ouais. On en connaît beaucoup. Donc Stéphane Tato, lui, il n'a pas eu une carrière en club qui aurait été celle-là, qui lui aurait rapporté beaucoup d'argent. Évidemment, quand on joue à l'Olympique de Volley au Tonnerre de Yaoundé, convenez avec moi que ça n'est pas le train balai, j'ai envie de dire, comme celui qui jouerait à Marseille, à Barcelone, etc. Vraiment, c'est... Tout à fait. C'est assez minime par rapport à celui-là. Donc du coup, il y a des joueurs justement qui ont évolué dans de super clubs, on en connaît. José Touré, Monaco à l'époque, il gagnait 30 millions il y a 20-25 ans, il s'est retrouvé à la Dèche. Il y a pas mal de joueurs. Et Boué, l'Ivoirien, ils se sont retrouvés tous dans la Dèche alors qu'ils avaient de l'argent. Donc Tato, il a fait de son mieux, le peu d'argent qu'il a pu avoir, singulièrement avec la sélection nationale, il a su l'orienter. Mais sauf qu'en retour, là où ça peut gêner, même s'il appartenait à Stéphane Tato, évidemment, de préparer son après-carrière, là où ça gêne, c'est qu'il se retrouve à la fédération en train de faire des tâches qui sont misérables. Et c'est ça qui embête en réalité. Qu'on l'ait recruté, Stéphane Tato, de regretter mémoire, encore une fois, j'ose espérer que son âme, on lui permet à son âme de se reposer en paix, mais on en est sur ce plateau pour essayer de détailler la lanterne. Qu'on le recrute dans un autre ministère, ça se comprendrait. On comprendrait qu'il n'est pas qualité, qu'il n'est pas qualifié. Mais qu'on le recrute justement, voilà, à la Fédération camerounaise de football, honnêtement, si on le recrute, ça veut dire qu'on tient compte du fait qu'il a un pédigré, qu'il a justement un background pour exercer une mission justement qu'on lui assigne. Voyez-vous, auquel cas on ne le prend pas. Donc dès lors qu'on le prend, ça veut dire qu'on a jugé qu'il était apte et du coup qu'on lui fasse faire sa tâche en bonne et due forme, pas des tâches réductives à la mendicité, à je dis des choses, en réalité j'ai pas envie de le dire sur un plateau de télé. Donc du coup c'est ce qui gêne un peu. Mais après évidemment qu'il appartient à tout le monde, comme on l'a dit, Ernest l'a dit, tout le monde s'accorde à croire qu'en réalité, ma chère Lydie, dès lors que vous paraphez votre premier contrat, évidemment, vous préparez votre retraite aussi. D'accord, merci bien pour ces quelques réactions concernant cet espace réservé en début d'émission à Stéphane Tato, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, qui était de l'épopée 90, on n'a pas oublié. Il a été conduit donc à sa dernière demeure le week-end dernier du côté de Yaoundé. On va poursuivre cette émission avec le volleyball, notamment le volleyball au moment où le Cameroun est en train de s'apprêter pour reprendre, pour la reprise des classes. Il y a aussi, disons, la rentrée, entre guillemets, côté volley. Et pour cela, on va mettre le cap sur Yaoundé pour avoir au téléphone l'un des membres de la Fédération camerounaise de volleyball pour en savoir plus, question d'en savoir plus autour du concept sport-études qu'expérimente la Fédération camerounaise de volleyball. Martin Mapak est avec nous depuis Yaoundé. Martin, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez? Bonsoir Makeda, je vous reçois 3 sur 5. Alors Martin, dites-nous ce concept de sport-études qu'expérimente la Fédération camerounaise de volleyball. Peut-être avant de rentrer dans le fond du sujet, pourquoi est-ce que la Fédération camerounaise de volleyball a décidé d'expérimenter ce couloir? Ben écoutez, vous savez que le credo de la Fédération camerounaise de volleyball
du volleyball à la base. Et vous savez qu'à la base du sport se trouvent les enfants, celui du collège, en fait, à partir de la 6e. Donc, on s'est dit que à la Fédération camerounaise de volleyball, on s'est dit que au lieu de compter sur les produits formés par les uns et les autres, il valait mieux qu'il y ait une plateforme qui permettait que nous ayons le produit brut sur place, quitte à nous à le transformer. Donc, il s'agit dans ce cadre-là d'avoir une plateforme, c'est-à-dire un institut d'enseignement qui va recevoir des élèves normaux qui viendront d'horizons divers, mais parmi lesquels on pourra détecter un certain nombre d'éléments qui pourront servir dans les équipes nationales au plan futur. Donc c'est toute la philosophie qui encadre la mise sur pied de ce centre d'études, de sport-études en partenariat avec l'église protestante qui nous a permis de reprendre le collège de Johnston. Donc il s'agit essentiellement de cela. Et puis maintenant, une fois que les élèves sont inscrits, on pourra, le collège ayant une planification qui lui est propre, permettre aux élèves de pouvoir poursuivre leurs études tout en aspirant à des carrières sportives qui sont quand même de haut niveau. Alors, comment ça se passe concrètement? Là, vous parlez de détecter les futurs volleyeurs. Quels sont les critères, Martin? Ce sont des élèves normaux qui vont entrer en 6e dès la rentrée prochaine. Oui, et parmi lesquels, certainement, il va se trouver des éléments qui justifient des gabarits, qui justifient des gabarits qui sont dans la pratique d'un sport ou d'un autre, parce que je tiens à vous rappeler que ce centre ne va pas que s'occuper des volleyeurs, parce que il est en partenariat. Nous sommes en partenariat avec d'autres fédérations nationales. Donc, ce sera une plateforme à travers laquelle les autres fédérations, selon les aspirations des uns et des autres, pourront trouver à la base des éléments qui peuvent servir à leurs équipes nationales dans le futur. Mais c'est d'abord une école. On va inscrire des enfants et parmi eux, on va voir ceux qui justifient d'un certain nombre d'atouts du point de la taille, du point de vue de la taille, du point de vue de l'âge, du point de vue de l'aptitude physique. Et puis maintenant, on va commencer à les orienter en même temps qu'ils seront en train de poursuivre leurs études. On va les orienter pour qu'ils puissent maintenant s'engager dans la préparation à la pratique de sport de haut niveau. Alors, on doit comprendre qu'il y aura peut-être une équipe technique qui va superviser tout ça, on l'imagine. Oui, tout à fait. Si vous êtes, je sais que vous êtes dans les secrets de la fédération, vous savez qu'il y a un certain nombre de coordinateurs qui ont été déjà désignés au plan technique. Donc, vous savez que, par exemple, M. Emmanuel Toko, il est chargé de coordonner tous ceux qui seront chargés, par exemple, de l'encadrement technique au plan de la formation de tous ces jeunes. Donc, ça va fonctionner en deux volets. Il s'agira pour nous de trouver, de détecter ceux qui seront déjà inscrits sur place et puis maintenant aussi de trouver d'autres éléments dehors et qu'on pourra inscrire dans ce projet-là sur des bases beaucoup plus favorables. Alors, on a en plateau ce soir Ernest Babouka qui est entraîneur de football, c'est un technicien justement, et Emmanuel Mahop, consultant sportif, coach, a écouté les explications de Martin. On va le retenir quand même avant de le laisser partir.
C'est important de votre regard justement de technicien? Oui, c'est très important parce que quand vous regardez sport-études, ça veut dire quelque part, il y a d'abord l'école, parce que c'est plus important d'étudier, d'être élève et penser à pouvoir ne serait-ce qu'avoir ses qualifications au niveau de l'école. Graduellement, quand vous êtes à l'école et que vous passez vos examens, c'est plus important. Et maintenant, le sport, si vous aimez le sport, c'est important d'avoir sport-études qu'on implémente dans tous les collèges, ce qui fera en sorte que nous aurons déjà, dans le jeune, très jeune, on détecte un jeune et si vraiment nous avons des techniciens qui sont huppés à pouvoir ne serait-ce que détecter le plus produit qui pourra ne serait-ce que être un champion, je crois que c'est important, c'est de le faire le plus tôt possible. Parce que quand on détecte un joueur, une joueuse, ou un joueur volleyeur, ou bien un footballeur, ou un gardien de but, et qu'on connaît qu'est-ce qu'il faut pour avoir le joueur qu'il faut ou la joueuse qu'il faut, c'est important, vous voyez un peu. Et je crois que le volleyball va gagner dans ce sens. Si possible, comme il dit, le collège Johnson pourra gagner en hauteur, en pouvoir avoir tous les sports, des techniciens qu'il faut à la place qu'il faut, pour ne serait-ce qu'essayer de détecter, d'avoir les champions. Je crois que quand vous arrivez en Afrique du Sud, vous avez l'université de Pretoria qui le fait, de telle en sorte que déjà les jeunes qui sont à l'université commencent, ils ont de l'école primaire jusqu'au collège et à l'université, ils commencent donc à détecter ces jeunes. Quand vous arrivez à l'université de Pretoria, vous trouvez tout genre de compétiteurs. C'est pour cela qu'ils ont toujours à avoir des joueurs, et des volleyeurs, des basketteurs, des boxeurs, tout ça là, ça englobe le sport. Donc je crois que c'est important. Il faudrait qu'on essaie de penser ce genre de choses au Cameroun pour qu'on puisse avoir, que nous puissions avoir des champions. Parce que d'abord le joueur camerounais, l'athlète camerounais, il est fort moralement. Je crois que maintenant sur le plan de la manière dont nous devons former, il faudrait qu'on essaie de copier un peu. Je crois que le Cameroun arrivera à gagner une Coupe du Monde, quel que soit le cas. Alors, justement, Martin, le coach parle de faire cela dans tous les collèges. Bon, on est là à Yaoundé. C'est un premier centre. Ce sera une première expérience. Est-ce que la Fédération camerounaise de volleyball se projette quand même par rapport aux autres villes, par rapport aux autres régions aussi? Ben écoutez, vous savez que pour l'instant, il faut commencer quelque part et bien commencer. C'est ce qu'on appelle des projets pilotes. Et une fois, vous savez que c'est des investissements lourds, rénover, mettre un collège comme ça là, à niveau pour pouvoir recevoir ces élèves-là au projet qui est mis sur pied, qu'il va falloir d'abord que le projet Johnson réussisse et après ça, on verra dans quelle mesure on pourra s'étendre. Pour le moment, c'est le collège de Johnston et je pense que ce ne serait pas mauvais que le projet que l'idée fasse tache d'huile et que d'autres promoteurs, d'autres mécènes puissent voir comment la multiplier sur l'étendue du Cameroun à travers les provinces, dans les régions, je veux dire. Donc, je pense que pour le moment, à la faveur de la convention passée entre l'Église protestante du Cameroun et la Fédération camerounaise de volleyball, cela a pu se faire, mais il faut dire que ça demande extrêmement des moyens que une petite fédération comme la FECA Volley n'a pas pour se démultiplier, ainsi créer autant de collèges, réaliser autant de projets sur un intervalle de temps aussi réduit. Nous pensons que le projet de Johnson sera un projet pilote assez intéressant qui va nous donner de la matière à réfléchir et puis maintenant qui va nous encourager de par ses résultats à pouvoir nous multiplier. Donc pour le moment c'est Johnson. Ce serait bien que dans toutes les 10 provinces qu'on trouve un projet, dans toutes les 10 régions qu'on trouve un projet de la sorte, mais c'est lourd hein, au point de vue financier. Donc il faudrait bien qu'on commence avec Johnston, qu'on chemine avec Johnston, qu'on voit comment ça va se passer avec Johnston,
pour pouvoir faire maintenant de la prospective, envisager des perspectives et puis maintenant voir comment est-ce que on pourra se fixer. Voilà, peut-être voilà, peut-être une dernière question avant qu'Emmanuel n'intervienne. Sur une fois, par exemple, que l'équipe technique aura détecté des élèves à fort potentiel, qu'est-ce qui se passe sur le plan infrastructurel, par exemple? Comment ça va se passer? Ben, vous savez, sur le plan infrastructurel, il y a déjà un mémorandum d'entente qui est dans les coulisses avec la Confédération africaine. Il est question qu'à Johnstown, puisque ce sera un centre d'excellence, il y aura un gymnase simplifié qui va permettre que les élèves puissent, en fait, que les candidats, que les athlètes puissent être formés dans les conditions standards, dans les conditions normales dans les règles de l'art. Donc, et que ce sera un point qui a vocation à devenir pour plus tard un centre peut-être tout-régional pour la préparation des athlètes, pour la formation des enfants d'un certain âge, pour toutes les disciplines qui sont partenaires au projet Johnstown. Donc, ce sera ça. Il y aura forcément, il y a un gymnase avec toutes les normes, avec toutes les normes qui est prévu. Je pense que tu vas commencer, dont la construction va commencer une fois que la rentrée sera lancée. D'accord, merci. Peut-être une dernière intervention, Emmanuel Mahop. Ouais, je m'en voudrais de ne pas intervenir. Déjà, j'ai envie de dire que il n'est jamais trop tard. Parce qu'en réalité, quand vous connaissez Yaoundé, le collège Johnson, c'est un jet de pierre du Kansig Messa, dont on sait que il a été le Kansig Messa le temple du volleyball. Pour moi, je me dis c'est une excellente... Il n'y a pas d'hasard. Ah, absolument, c'est une excellentissime idée parce que le Cameroun est une terre de volley. Mais beaucoup s'accordent à dire que le sport, c'est le foot, évidemment. Tel est le cas. Mais après, il y a des sports quand même comme le volleyball. Hein. On se souvient de ceux-là qui jouaient en 92 contre le Cuba de Despeigne, Ndenguesi, mon voisin, etc. On a eu quand même d'excellents volleyeurs. Et de ce point de vue, honnêtement, le Cameroun, il lui tardait au Cameroun, peut-être à la Fédération camerounaise de volley, d'avoir ce genre d'initiative. Parce qu'in fine, on aura de volleyeurs, justement, réquisitionnés, testés, vus à la base, voyez-vous. Voilà. Et compte tenu du fait qu'en réalité, tous les sports, on vous le dira, voilà, on y évolue sous forme pyramidale, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup au départ, très peu à l'arrivée. Ben, ceux-là, même qui ne seraient pas arrivés comme sportifs, comme volleyeurs de très haut niveau, auront un pédigré, une sorte d'éducation, justement, pour leur permettre, pourquoi pas, de se mettre ailleurs et même au métier annexe et connexe du volleyball. Donc, c'est une initiative louable. Et vivement, l'entraîneur, le monsieur, il nous écoute, vivement que plus tard, justement, que ça essaie de s'étendre. Bon, j'allais dire, sur 10-15 ans, le Cameroun, pourquoi pas, il a titillé les grandes nations de volley, peut-être remporter des titres. Moi, je dis que c'est extraordinaire, peut-être qu'on aurait dû même. Vraiment, je ne vais pas en tort à votre conducteur, peut-être passer toute l'émission à parler de ça, parce que c'est des initiatives louables. Et honnêtement, je dis bravo à la Fédération camerounaise de volleyball, bravo au collège Johnson, dont on sait qu'il avait connu une tragédie il y a des décennies, mais heureusement, le collège Johnson a toujours existé. Maintenant, il existe davantage avec ce genre d'initiative. Voilà, merci bien, Martin Mapak, pour tous ces détails autour de ce concept, hein, sport-études qu'expérimente la Fédération camerounaise de volleyball. Merci beaucoup, Martin. Merci, Makeda. À très bientôt. Voilà donc Martin Mapak de la Fédération camerounaise de volleyball qui, on l'a tous écouté hein, sur ce concept sport-études que lance la FECA Volley dès cette année. Alors, peut-être pour boucler sur ce sujet, coach, là on est dans la préparation des générations futures déjà. Oui, je crois que c'est important. Vous avez toute formation à la base a toujours gagné. Ça veut dire que c'est la seule chose que nous devons penser, c'est de pouvoir former à la base. Quand vous formez bien à la base et que le futur gagnera, hein, parce que quel qu'en soit les cas, on a des problèmes aujourd'hui parce que on se disait qu'on va toujours ici et frotter les grands. Oui.
Et on est en train de dégringoler parce que quelque part, nous n'avons pas pensé à la base. Quand vous formez un jeune athlète et que vous suivez bien la formation et que vous essayez de travailler dans les normes qu'il faut pour ne serait-ce que amener ce jeune joueur ou ces jeunes athlètes à pouvoir être champion, je crois que c'est important. Ça englobe beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement de former, c'est aussi sur le plan psychologique, sur le plan de cette gérance de la jeunesse pour mieux comprendre la chose est important. Ça veut dire que le jeune joueur que vous tapez dessus, pour lui dire quelque chose, ne te donnera pas résultat. Mais le jeune joueur avec qui vous pouvez ne serait-ce qu'avoir un langage pédagogique qui est normal, qui est dans les normes pour le former dans des conditions qu'il faut, je crois que ce jeune joueur vous donnera des satisfactions. Donc je crois que pour moi, tout sport au Cameroun doit commencer à pouvoir ne serait-ce que penser à la formation à la base. C'est ce que nous avons comme problème parce qu'on se dit qu'il faudrait qu'il ait 14, 15, 20 ans avant de pouvoir ne serait-ce que commencer à lui montrer des choses. Je crois qu'aujourd'hui, je suis dehors entraîneur de gardien de but, entraîneur de football. Nos jeunes ne sont pas bien formés à la base parce que, quelque part, nous ne mettons pas des moyens là-bas. Nous n'essayons pas de pouvoir ne serait-ce que faire comme les autres parce que nous savons que le Cameroun est fort. Ce n'est pas seulement la force. Il faudrait que nous travaillions dans des conditions qui pourront amener à nos athlètes d'être champions déjà étant jeunes. Oui, mais je voulais ajouter une chose très importante d'ailleurs. Vous savez, il y a un facteur répulsif de certaines disciplines que l'on aime. Parce que répulsif, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Mais sauf que là, Johnson, le monsieur l'a dit, ben, ce seront les infrastructures standards. Et du coup, au-delà du fait que certains génies, évidemment, vont s'y produire parce qu'ils ont des prédispositions, ben, ils en auront encore, peut-être pas génies en tant que tels, mais qui, à travers leurs aînés, leurs camarades, auront l'envie de faire du volley. Donc, du coup, voilà, au lieu de s'éloigner du volleyball, ben, il y en aura qui viendront. Parce que la plupart des Camerounais, honnêtement, quand ils sont jeunes, d'ailleurs, les parents, même nous les parents, on ne pense pas au volleyball, on ne pense qu'au football. Parce que justement, la pratique du football, on peut la faire, cette pratique-là, dans les règles de l'art, avec peu de moyens. Alors que les autres, il faut justement mettre les moyens. Donc, je pense que Johnson vient à point nommé, aidé en cela par la Fédération camerounaise de volleyball, cette fusion, cette union-là, pour espérer justement faire des Camerounais d'excellentissimes volleyeurs. Et là, il y aura attraction, il y aura des gens qui viendront, il y aura les parents qui vont s'intéresser au volley, et il n'y aura pas que le volley, je l'ai dit, sport-études, Lydie Makeda, c'est extraordinaire, c'est des idées géniales, novatrices. C'est vrai qu'elles existent en d'autres lieux, sur d'autres lieux depuis des lustres, mais sauf que cette fois-ci, même quand vous rentrez pour pratiquer le volleyball et pour continuer vos études, les poursuivre, ben, in fine, vous pouvez ne pas être un bon volleyeur, mais vous aurez justement une éducation, une instruction qui vous permettra d'entrevoir, j'ai envie de le dire comme ça, le bout du tunnel. Non, c'est extraordinaire. Je pense que bientôt, il va falloir que nous réfléchissions à ça pour faire des émissions entières, pour valoriser ça. Ça mérite d'être communiqué parce que, honnêtement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, je le disais tantôt, j'en aurais terminé en une minute, le camp Sigmessa et Johnson étant très proches, ben, ça va faire renaître le volley même au camp Sigmessa. Et du coup, pourquoi pas d'excellentissimes volleyeurs dans 5-10 ans pour espérer cette fois-ci aller chercher le Graal mondial qui nous manque en volleyball. Et les villes comme Douala sont à la traîne. Oui, mais plus tard. Mais évidemment, on commence toujours par la capitale. C'est Johnson qui a eu le projet. Je veux dire, je pense qu'il ne vous l'a pas, enfin, il ne nous l'a pas dit, mais certainement, c'est ce qui s'est passé. Il fallait déjà trouver ce partenaire-là. Et le collège Johnson, justement, s'est montré garant, j'ai envie de le dire comme ça, du moins, les administrateurs, etc., ceux-là en charge du département administratif du collège Johnson. Donc, il fallait déjà, justement, cette ouverture-là. Peut-être que certains collèges, dans les autres régions, notamment Douala, seront ouverts certains espaces. Et ce serait même la bienvenue. Moi, je me réjouis que vous insistiez sur Douala parce que le volleyball ne s'y joue pas depuis. Et du coup, s'il y avait une académie comme ça, ce serait assez sympa. Je pense qu'ils vont y réfléchir, le président de la fédération, et aider en cela par tous ceux qui l'accompagnent pour que Douala, enfin, in fine, recommence avec le volley. Pourquoi pas avec le volley sport-études. Tout à fait. Merci bien. On va donc suivre cela de très près et on aura l'occasion de revenir pour en parler dans cette émission. On passe tout de suite, on entre dans la seconde partie de cette émission. On va s'intéresser
à ce changement opéré par la Fédération camerounaise de football ces jours-ci, la FECAFOOT qui avait annoncé la reprise du championnat pour le 26 septembre prochain, mais à cause de l'épidémie du coronavirus, la FECAFOOT a dû revoir son programme. Dans une vidéo publiée sur son site, la FECAFOOT, le président du comité technique transitoire, Aboubakar Alim Konaté, est revenu sur les raisons de ce report et il a également annoncé les mesures qui ont été prises pour accompagner les clubs en cette période de crise sanitaire et évidemment cela par rapport à la prochaine saison. On va écouter Alim Aboubakar Konaté et on revient juste derrière. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que certaines incertitudes, notamment liées à la situation sanitaire, ne permettent pas d'envisager le début de la compétition le 26 septembre comme initialement prévu. La pandémie est en train de reprendre de la vigueur un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'au Cameroun, la situation est un peu plus maîtrisée, mais il y a des mesures qui sont édictées, notamment sur le nombre de personnes maximales pouvant se réunir, qui ne permettent pas, en l'état actuel des choses, une reprise des entraînements, une reprise de la compétition. Donc nous devons d'abord clarifier tous ces points-là avant de pouvoir fixer une date définitive. Aujourd'hui, nous nous préparons tous à lancer pour le mois d'octobre en espérant que les incertitudes qui demain seront levées d'ici là. Bien entendu, l'objectif c'est toujours de faire mieux que la saison précédente. Je peux vous dire que sur la qualité de l'organisation, la qualité des matériels qui seront utilisés, même la qualité des infrastructures, puisque nous avons l'accord des autorités sur l'utilisation de certaines infrastructures prévues dans le cadre des compétitions CHAN et CAN. Donc, sur tous ces points, à tous égards, la compétition sera de meilleure qualité que la saison précédente. Nous avons pris également des mesures pour que toutes les dispositions qui doivent être prises en vue de protéger les acteurs dans le cadre de la pandémie actuelle puissent être effectives au stade et que les compétitions puissent se dérouler en parfaite sécurité pour ceux qui auront l'autorisation de venir dans nos stades. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème pour les clubs et je pense qu'ils nous ont dit qu'ils allaient nous saisir officiellement de ce problème-là. Ils ont posé d'autres problèmes. Nous avons trouvé des solutions pour ces problèmes. Par exemple, nous avons pu annoncer au club, au niveau de la fédération, que l'affiliation des clubs cette année sera gratuite. C'est toujours une mesure qui vise à accompagner les clubs dans la situation difficile actuelle. Nous avons pris en leur faveur d'autres mesures également qui leur faciliteront la tâche. Aujourd'hui, du président du comité technique transitoire de la FECAFOOT. On a écouté Ernest Mabouka, Emmanuel Mahop. Il évoque l'évolution de la pandémie. On n'est pas sorti de l'auberge et le championnat qui devait reprendre le 26 septembre, ça ne sera pas le cas. On parle plutôt du mois d'octobre, si et seulement si la situation s'améliore sur le terrain. Est-ce que cette date, est-ce que vous faites partie de ceux qui estimaient que c'était une date illusoire et que la FECAFOOT avait mis, disons, la charrue avant les bœufs?
illusoire, je dirais oui et non, en réalité. Oui, parce que ça ne dépend pas que du CTT, hein, même du temps de la LFPC, quand les dates étaient avancées généralement, il était très rare que les championnats se débutent à cette date-là. Donc on est coutumier du fait. Nous, au Cameroun, malheureusement, à chaque fois qu'on avance une date, voilà, elle est une date caduque par la suite. Il faut réajuster, des fois une fois, des fois deux fois. Et in fine, le championnat commence. Donc voilà, pris sous cet angle-là, je dirais. Mais après, convenez avec moi d'ailleurs, l'exemple le plus probant, le plus patent, c'est sur ce plateau. Généralement, à chaque fois qu'il m'échoit l'honneur de venir me produire ici, d'échanger avec vous, pour les téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs, ben, on est souvent 4 panélistes et plus vous-même. Donc, mais compte tenu justement de certaines mesures inhérentes à la pandémie à Covid-19, vous-même personnellement, patron de cette émission, vous avez pris sur vous, aidé en cela par le top management, de réduire le nombre d'invités. Donc en l'état, depuis 4-5 mois, le monde est en ébullition, le monde est en crainte parce que justement, il y a un vilain virus qui est venu recadrer les choses dans le mauvais sens. Donc voilà. Mais après, il aurait fallu quand même, pour la fédération, c'est certain, peut-être en interne, avant que d'avancer une quelconque date. C'était un peu ça ma préoccupation. Est-ce que la fédération avait forcément besoin d'annoncer une date, alors que sur le terrain, la pandémie, on est encore en train de lutter contre cette pandémie. C'est pas comme si elle avait disparu. Oui, je suis en train d'apporter les éléments de réponse. Il aurait fallu quand même en interne, compte tenu du fait que, et ça je l'ai dit précédemment, à chaque fois qu'une date est avancée, généralement, les championnats ne démarrent pas, parce qu'en interne, justement... Mais les championnats ne démarrent pas, c'est pas dans le même contexte. Je suis d'accord avec vous. En même temps, je suis d'accord avec vous. Souvent, ce sont les acteurs qui bloquent. Absolument. Problème de subvention. Je suis d'accord avec vous. Donc, mais si le comité technique transitoire par l'entremise de M. Alim Konaté, vice-président de la FECAFO, s'ils ont, je pense, en aval avancé une date, ça veut dire qu'ils auraient quand même, je le dis au conditionnel, ils auraient eu certaines assurances que ça commencerait. Mais in fine, compte tenu du report, justement, et votre question, elle vient à point nommé, il est évident, on n'a pas besoin d'être passé par ADVA pour comprendre qu'en interne, ne serait-ce que sur le plan sanitaire, parce que c'est les raisons qu'on évoque, on n'a pas réfléchi à temps. Ok, la date elle est reportée, ça c'est vrai, mais espérons quand même. Et moi, je me suis réjoui quand même des propos de M. Alim Konaté. Il avance plus une date justement. Ouais. Donc la date est... Il parle du mois d'octobre. Donc au cas où, voilà. C'est une excellentissime communication. Au-delà de la prudence, il communique très bien. Parce que maintenant, on ne se risque plus d'avancer une autre date pour qu'il y ait un autre report. Donc c'est le mois d'octobre. Et d'ici à là, justement, au-delà même des problèmes inhérents à la santé, les problèmes sanitaires, ben, d'autres problèmes sont en train de naître, entre guillemets, et du coup, il a dit avec les clubs, ils vont les résoudre et ensemble, forcément, avancer une date de reprise. Je pense que c'est sage, même si la date du 26, honnêtement, pour cela, j'en aurais terminé pour mon premier jet, pour nous tous, quand même, qui sommes acteurs du foot dans la communication, ne serait-ce que depuis des années, on savait que la date du 26 était avancée pour être avancée en réalité, mais que ça ne commencerait pas, parce que les clubs même n'avaient pas repris les entraînements, au-delà même du fait que le volet sanitaire soit celui-là que l'on met en exergue, mais les clubs n'ayant pas repris entre-temps, et on sait qu'un club c'est 5, 6, 7 semaines de préparation avant, on savait que la date du 26 n'allait pas être la bonne date. Mais in fine, il s'est rétracté, voilà, les problèmes sanitaires étant mis devant, certains problèmes avec les clubs s'étant résolus, on le pense, mais une date sera avancée pour, je l'espère, le démarrage du championnat, parce qu'on va certainement en parler, le champ en dépend. Oui, bien sûr. Alors, coach Ernest Mabouka, voilà, le championnat qui est reporté au mois d'octobre, si et seulement si la pandémie est davantage maîtrisée. Le président Alim Konaté a parlé des mesures d'accompagnement et il affirme que ce qui est important quand même, ce qui est aussi positif, que la saison prochaine sera de meilleure qualité par rapport aux autres saisons, parce que là, il y aura, on jouera sur les infrastructures Shadgan, etc. Et il annonce aussi l'affiliation gratuite pour les clubs cette saison. Que pensez-vous de ces mesures quand même prises au niveau de la fédération? Je crois que c'est salutaire. Hein. Quand vous regardez, il faudrait qu'on essaie de jouer dans les meilleurs stades qui ont quand même cette assurance sur le plan
des mesures de Covid-19. Parce que quand vous regardez un peu, moi je vais vous dire quelque chose. Ça veut dire qu'à cette réunion, on se retrouve aujourd'hui que le Covid-19 nous sert de leçons. Les clubs qui ont repris ont leur propre facilité. Ça veut dire que le Coton Sport et Stade Arena, ils ont leur propre stade. Ça dit quelque chose. Ça amène à penser que ceux-là, sans toutefois avoir le Covid-19, savaient déjà qu'avoir tes propres facilités, tu peux reprendre les entraînements. Aujourd'hui, les clubs qui n'ont pas... Dans quelles conditions? Dans des conditions les mesures barrières sont respectées. On a vu un peu comment, au niveau par exemple en Europe, la relance des championnats et tout ça, les tests et qu'on sort, jouer dans un stade à huis clos. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Tous les clubs, mesures quand même, au niveau du Cameroun, sont respectées. Non. Quand vous regardez un peu les clubs professionnels en Europe, ils ont leurs propres facilités. Ça veut dire que chaque club a son stade d'entraînement. Ils ne s'entraînent pas 3 clubs dans un stade. Parce que c'est là où le problème, c'est là où ça fait réfléchir maintenant aux gens qui sont au niveau de la Fédération camerounaise de football. Stade Camraï de Douala, Union de Douala, Astre de Douala, Raig Football Club, il y a environ authentique, sont 4 clubs. Comment nous allons faire pour ne serait-ce que vider cette contamination de ce virus? Je crois que c'est ça qui cause problème aujourd'hui et c'est là où nous devons réfléchir en se disant que à chaque chose, trouvons la solution. La solution, nous devons la trouver. Ça veut dire qu'en Afrique du Sud, ça a repris pour terminer la saison. Comment ça a repris? Les clubs de deuxième division et les clubs de première division qui ont un championnat professionnel ont chacun son stade. Aucune équipe d'autre s'entraîne là-bas. Donc c'est ça qui fait en sorte que la reprise, et ils ont pris le temps. Quand vous regardez le pays le plus attaqué au niveau du Covid-19, c'est l'Afrique du Sud. Mais pourquoi ils ont repris? Parce que quelque part, chaque club a ses facilités, chaque club a ses stades d'entraînement. Et quand ils vont dans les matchs, c'est comme si on les confinait quelque part. Tout le monde est contrôlé du début et jusqu'à la fin du match. Et quand vous regardez bien comment ils sont en train de terminer les championnats, les matchs se suivent après 3 jours. 3 jours. Et on se rassure que les gens ne peuvent pas se contaminer. Le problème qu'on a au Cameroun, c'est de pouvoir ne serait-ce que avoir chacun, si on disait que le championnat première division et deuxième division, que chaque équipe ait sa propre stade d'entraînement pour ne serait-ce que commencer. Là, nous pouvons gagner. Nous allons savoir que chaque équipe comme Union de Douala a son stade, ils s'entraînent là-bas, aucune équipe ne vient là-bas et le stade est un peu couvert, de telle sorte que personne ne peut y entrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, ce n'est que 2 équipes qui ont repris les entraînements. Parce qu'ils ont leurs propres facilités, le Coton Sport et puis Stade Arena. Les autres sont encore, peut-être Colombe aussi, déjà au Lobo, parce qu'il n'y a pas une autre équipe là-bas. C'est pour ça qu'ils ont repris les entraînements. S'ils reprenaient, tous les clubs de Yaoundé ne peuvent pas reprendre les stades d'entraînement parce qu'il y a environ 3-4 stades équipes dans c'est le même scénario qu'à Douala. Voilà, donc je me dis que c'est bien. L'Africa Foot a bien réfléchi parce qu'il faudrait automatiquement qu'on essaie de limiter la propagation de ce virus. Donc je dis que c'est là où ça cale. Et comme a dit Emmanuel Mahop, il y a aussi le problème de cette semaine de préparation. Il faudrait qu'à toute fois, nos techniciens que nous formons, nous puissions leur donner ce cadeau-là en se disant que je dois faire ma préparation pour ne serait-ce que jouer après avoir fait ma bonne préparation. Il ne faudrait pas qu'on essaie de courir vite en se disant qu'en 4 semaines, les gars seront prêts. Non, ils ne seront pas prêts. Quel que soit le cas, il y a des tournois, il y a des matchs amicaux qui vont jouer. Il y a aussi ça qui est important. Est-ce que tout ça, justement, ça se passe dans les conditions de respect des mesures barrières? Je crois que ceux qui ont des tournois ont pris la charge de pouvoir le faire. Maintenant qu'il y a un peu un ralenti, parce que les clubs qui vont jouer ce tournoi-là n'ont pas encore commencé les entraînements. Ce qui veut dire qu'il y aura problème. Et ils seront obligés de renvoyer les dates parce que quelque part, aucune équipe ne va te dire que je vais reprendre les entraînements. Je prends le cas de Ding. Ils sont en train de négocier avec l'université là où ils s'entraînent tout le temps. Mais on ne peut pas les accepter de venir s'entraîner parce que quelque part, il y a un problème de sécurité. Les mesures de sécurité pour que Ding seul peut s'entraîner. Est-ce que s'il y a une autre équipe qui s'entraîne là-bas et que Ding vient, est-ce qu'il n'y aura pas de propagation de ce virus? Je crois qu'aujourd'hui, ça doit nous servir de leçon, nous qui sommes dans le sport, ceux qui gèrent les clubs,
de pouvoir serait-ce que penser que quand on parle du professionnalisme, ce n'est pas la Fédé, ce n'est pas le ministère, c'est ceux qui sont responsables des clubs qui doivent mettre la main dans la poche pour avoir les propres facilités. Avoir ses propres facilités, c'est vrai que le coach nous a amené sur un autre terrain tout aussi important. Ça aurait pu être une solution dans le contexte actuel, Emmanuel. Oui, tout à fait. En réalité, ça fait partie des solutions. Parce que quand on était en plein confinement, confinement avec grand C, bien évidemment qu'on restait à la piole, on restait à la maison, on restait chez soi, on n'allait pas chez le voisin. Donc du coup, ça pose problème. En réalité, c'est le vrai problème même. Mais les clubs ont certainement pensé à le résoudre. Il a dit en certains, honnêtement, quelque chose malheur étant bon. Certains clubs maintenant trouvent la nécessité d'avoir un stade de serait-ce que d'entraînement. Oui. Justement, parce qu'ici, il y avait un stade d'entraînement, ils iraient avec le staff, ils iraient avec ceux-là en charge d'accompagner les joueurs, et voilà, qui se feraient contrôler 1, 2, 3 fois, 4 fois par jour, qui pourraient s'entraîner sans problème, et après, ils fermeraient la porte, ils partiraient. À partir du moment où on a 1001 clubs qui s'entraînent sur le même stade, déjà sur le plan de la mise tactique, moi j'en ai parlé plusieurs fois ici, vous en avez souvenance, ça n'est pas évident, parce que pendant que vous entraînez, il y a votre adversaire de dimanche dans 2 semaines qui vous épie, qui vous regarde, et du coup les systèmes tactiques, les systèmes de jeu pour contrer l'adversaire, vous ne les mettez pas. Donc ça pose problème, et du coup les entraîneurs le dimanche, ils sont obligés peut-être d'improviser, peut-être en salle de préparation de match, mais sur le tableau, mais ça se matérialise pas sur le terrain parce que vous n'allez pas voter. Donc c'est autant de problèmes, donc d'où la nécessité d'avoir un stade d'entraînement. Mais après évidemment, la pandémie, ne perdons pas de vue, mon cher coach, que c'est un virus, honnêtement, il se répand viralement. Et quand on dit viralement, ça veut dire que c'est quand même une célérité, quasiment à la vitesse de la lumière. On peut même avoir toutes les mesures nécessaires, honnêtement, et choper le virus. Mais heureusement quand même qu'au Cameroun, honnêtement, pour le pays que je connais très bien, qui nous concerne, c'est un peu décrescendo déjà. Ça veut dire, à un moment donné, on était en phase ascendante. Je pense que là, le pic a été atteint. Je ne suis pas un expert, je n'ai pas les outils nécessaires pour parler de ça, parce que je ne maîtrise pas la médecine, mais je me réfère absolument. Ils augmentent, mais à un moment donné, ils étaient stagnants. Mais ils n'ont pas baissé, justement. Ils peuvent pas baisser. Le ministre de la Santé affirme que la situation est de plus en plus maîtrisée. Mais les chiffres... Mais quand on atteint le pic, ça veut tout simplement dire qu'en réalité, le virus est en phase de stagnation. Et du coup, évidemment, comme c'est une maladie que l'on chope de manière virale, mais forcément, il suffit de respirer, il suffit d'ouvrir la bouche par inadvertance, parce qu'on a le hoquet, mais vous le chopez, même si certains sont reconnus comme des porteurs sains. Bon, après, revenons au foot, c'est ce qui nous intéresse. Non, ça fait partie des solutions, mais en même temps aussi, on va certainement en parler. Le Cameroun est un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire penser maîtriser, justement, j'en viens, ma bellissime Lydie, penser maîtriser définitivement la pandémie et s'aventurer à certains jeux, je vais le dire, comme le foot, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, parce que vous avez souvenance que le président de la République lui-même ait pris sur lui certains décrets de faire ouvrir, parce que sur le plan économique, à un moment donné, ça n'allait pas. Mais du coup, certains lieux de loisirs ont été obligés d'ouvrir à un moment où justement le virus battait son plein, je vais le dire comme ça. Donc à un moment donné, on ne peut pas, on est obligé de jouer, c'est-à-dire de se lâcher. Pourquoi? Parce qu'il y a le CHAN à venir. Et convenez avec moi que le CHAN venant à grands pas en janvier, il n'y a plus d'alternative. Il faut jouer pour la visibilité de notre championnat. Il faut jouer sur les stades sympas, sur les stades engazonnés, sur des stades très beaux à voir pour la visibilité, parce que les télévisions, la communication, elle se fera pour préparer le Cameroun à abriter, on l'espère, un super CHAN, comme le Cameroun en a l'habitude. Donc, de ce point de vue-là, en octobre certainement, même si toutes les mesures ne sont pas garanties, on ne serait-ce que pour l'honneur du Cameroun, cette fois-ci au moins, d'abriter le CHAN, la CAN nous ayant échappé en 2019, on sera obligé de jouer et ça passe par le championnat du Cameroun.
C'est-à-dire qu'il faut jouer à tout prix et à tous les prix? Pas à tout prix et à tous les prix. La santé même n'en a pas. Et ça, vous le savez, c'est un slogan, c'est même un adage, etc. C'est selon vous qui avez un style langagier assez balèze. La santé n'a pas de prix. Mais compte tenu, ça je suis en train de le dire, je suis même en train de le marteler. Certaines compétitions nous ont échappé contre notre volonté, parce qu'à un moment donné, on a été lent, je vais le dire comme ça, je vais l'avouer. Mais cette fois-ci, aidé en cela par les autorités en charge du sport, voilà, le premier sportif y compris, ben, le champ doit être abrité. Mais le champ, pour qu'il soit abrité, il faut qu'il y ait 2-3 mois de compétition avant. Et pour cette raison-là, je dis le Cameroun n'a pas le choix. Les techniciens, les technocrates, ceux qui ont les outils nécessaires pour booster hors d'état de nuit cette pandémie, entre guillemets, vont s'y atteler en attendant pour que les gamins jouent, pour qu'il y ait championnat. Parce que la bonne, j'allais dire, le fait qu'on abrite le champ de manière balèze en janvier va passer par ce championnat, malheureusement. Donc, ou heureusement même, j'ai envie de le dire, mais malheureusement parce qu'il y a la pandémie qui est suspendue comme une sorte d'épée de Damoclès. Mais heureusement parce qu'in fine, ben, on va prendre les mesures idoines, le président du CTT l'a dit, pour éviter la propagation de la pandémie, et les gamins vont jouer pour les préparer il faut protéger les acteurs, 2021. Il faut protéger Absolument, il faut protéger les spectateurs, comme il faut protéger tout le monde, il faut protéger les acteurs des médias comme vous, il faut protéger les consultants, il faut protéger tout cela qui concourt à la communication efficiente justement de notre sport de manière singulière, mais de football, voilà, pour le CHAN à venir. Mais certaines infrastructures quand même, hein, CHAN-CAN ont été réquisitionnées pour, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. On est justement à quelques mois du CHAN, par exemple, Emmanuel Marob. Ces infrastructures, c'est vrai qu'au niveau du ministère des Sports, on demande à ce que cela puisse revenir, on puisse libérer ces stades-là, justement dans cette perspective du CHAN 2021. Mais sauf que la pandémie, l'épidémie n'est pas encore passée. Elle n'est pas encore passée. Le ministre des Sports l'a dit, en réalité, le ministre de la Santé, justement compte tenu du fait que la pandémie n'est pas encore passée, n'entend pas ça, je vais le dire comme ça, de cette oreille. Disons les choses comme elles sont. Mais après, le ministre des Sports, qui est en charge d'organiser administrativement et même pratiquement le sport au Cameroun, est dans son droit. Pourquoi? Parce que les experts de la CAF viendront. Et le stade de Mbappé-Lépé que nous connaissons très bien, qui nous concerne pour nous qui sommes à Douala, au départ n'est pas conçu pour abriter les tentes, pour sauver les vies de ceux qui sont malheureusement atteints de la Covid-19. Ne perdons pas ça de vue. Le rôle premier du stade, c'est de s'entraîner, c'est de s'y jouer. Mais maintenant, par extraordinaire, j'en venais justement, j'en viens. Non, j'explique. Le rôle premier du stade, ce n'est pas d'abriter, ce n'est pas d'avoir sur la pelouse justement nouvellement fait des tentes pour les malades. Ça n'est pas le rôle du stade, mais par extraordinaire donc justement et compte tenu. Et là on était en plein Covid-19, ben, tout étant bloqué, il importait justement qu'on se serve de ces stades-là, de ces espaces-là pour aider nos frères camerounais. C'est tout à fait compréhensible. Bon, dès lors que la pandémie semble maîtrisée, même s'il y a des cas que l'on rencontre quand même par-ci et là, il est évident, il est même inéluctable justement que ces stades-là soient libérés, que ces espaces-là, qu'on les trouve ailleurs. On pourrait les trouver ailleurs, c'est certain. Parce que les experts de la CAF vont venir, ils vont jauger, ils vont noter le Cameroun. Et du coup, qu'un expert de la CAF s'amène et trouve un stade nouvellement construit comme celui de Mbappé-Lépé avec des tentes, ça ne fera pas bon ménage. Et du coup, je le dis, je le martèle, je le dis même haut et fort, le ministre de tutelle des sports, le professeur Narcisse Molekombi, est dans son rôle. Après, évidemment, ils vont s'entendre et on va trouver des espaces pour dégager le stade Mbappé-Lépé dès lors que nos frangins, nos amis de la CAF viendront pour les inspections qui, à mon avis, seront des inspections de taille parce qu'après, on se sera lancé en plein dans le champ. Et je vous le dis, 2019, on a perdu le champ pour des raisons que l'on connaît, on ne refera pas l'histoire. 2021, c'est une question d'honneur, c'est une question de souveraineté. Et du coup,
tous les Camerounais doivent se sentir concernés parce que si 2021 arrive et que le CHAN ne soit pas abrité au Cameroun dans les règles de l'art, le pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila, etc., de toutes ces icônes-là, ça risque de ne pas sentir bon. Et tous les Camerounais se sentant donc concernés, il faudrait dès maintenant trouver des solutions idoines déjà pour jouer, pour limiter la casse, pour protéger les acteurs et surtout pour libérer les stades confectionnés pour le jeu qui en ce moment ont bien fait d'aider certains Camerounais atteints de la maladie à Covid-19. C'est un argument c'est un avis que vous partagez, coach, par rapport à ces infrastructures. Je crois que le plus important que nous négligeons, c'est que tous ces stades avec ce nouveau gazon a besoin de gens qui vont piétiner et jouer au ballon. Je crois que ça veut dire que les erreurs que nous commettons chez nous, bien sûr, il fallait à tout prix aider, mais il fallait aussi penser de l'autre côté que le gazon qui n'est pas piétiné, qui a déjà fait plus de 8 mois avant d'être... mais en cas de maladie, quand même, on pense d'abord, la priorité, c'est la santé. Tout ce matériel qu'on a mis à bas ne va pas retrouver le même gazon avec la même couleur qu'avant. Parce que je vais vous dire quelque chose. J'étais à Oman, un stade beau, bien construit, mais personne ne s'entraîne là-bas. Il fallait voir comment le gazon, ce gazon qui a été planté dans ce terrain a commencé à pouvoir ne serait-ce qu'avoir de courbes, ni de poules et tout ça là. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est en piétinant ce gazon, en jouant sur ce gazon, sur ce terrain-là, que nous allons mettre en valeur ce gazon. Parce que peut-être d'autres techniciens ne connaissent pas. Toutefois qu'on a construit un stade et surtout ce nouveau gazon, ça aime de l'eau. L'eau, et puis le fertilize, fait pousser ce gazon en 48 heures. Donc je crois que c'est le plus important. Peut-être nous oublions en pensant que le gazon qu'on avait avant est le même gazon. Non, nous commettons beaucoup d'erreurs. Il faudrait même que, après toutes ces compétitions-là, que le ministre et ceux qui seront là au ministère de la Jeunesse Sport puissent penser à doter un stade d'entraînement à chaque club de première division, qu'on parle de ligue professionnelle, pour que... À donner ou... Non, ça veut dire qu'à leur donner pour qu'ils s'entraînent. Parce que ces stades ne pourront pas être abandonnés et que nous pensons à pouvoir ne serait-ce que jouer un football professionnel. Il faudrait que ces infrastructures qu'on a construites puissent être, ne serait-ce qu'en exerce. Ça veut dire que les joueurs et les encadreurs qui n'ont jamais rêvé, parce que le État du Cameroun aujourd'hui les a mis à ce niveau, à pouvoir ne serait-ce que s'entraîner sur un terrain moderne, puis ne serait-ce que avoir cette facilité-là, à pouvoir être là tout le temps, entraîner ses enfants. Prenons le cas du stade annexe Japoma, qui sera libre à tout le monde et qu'on ne donne pas ça à un club après les compétitions comme le CHAN et la Coupe d'Afrique, et que c'est là, personne ne joue. Qu'on regarde ça, ça ne sera pas bien. Dans le palais des sports, on ne donne pas en lourd. Hein. Non, le palais des sports, ce n'est pas le gazon qui est là-bas. Le palais des sports, ce n'est pas le gazon, c'est le matériel qu'on peut ne serait-ce que tout le temps, passer le temps à essuyer. Par contre, le gazon, aimerait qu'on joue dessus pour que ça puisse avoir ne serait-ce que une bonne visibilité. Laissons un peu le gazon en 3 mois. Je vous dis, qu'on coupe tout le temps et personne ne piétine ce gazon, ça ne sera pas en bon état. Ça ne sera pas en bon état. Je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on met pour ne serait-ce que planter ce gazon, il faudrait qu'on essaie de piétiner pour que ça... Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, qu'on retombe un peu dans ce que vous étiez en train de décrire tout à l'heure, c'est-à-dire les clubs n'ont pas des infrastructures propres, et demain, on prend les X stades, on attribue à tel club, il faut aller t'entraîner là-bas. Il n'y aura plus d'efforts dans ce sens. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, qu'on arrive à ça? Non, pas un risque en tant que tel. Peut-être nous sommes en train d'aider le sport d'arriver à ce point d'être plus professionnel. Moi, je dis aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on essaie de dire que ces infrastructures que nous avons construites vont rester éternelles et que nous allons attendre encore la Coupe d'Afrique après 2022, qu'on aura encore la Coupe d'Afrique. Peut-être pensons plutôt à avoir maintenu et dire merci au gouvernement camerounais, plus spécialement au président de la République, parce qu'il nous a donné de quoi se vanter. Parce que moi, je vous dis aujourd'hui, beaucoup de clubs en Afrique n'ont pas de facilités. Hein. C'est l'État qui leur donne ces facilités à s'entraîner et ça crée beaucoup de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous pouvons arriver à ce niveau-là, je parle de sport, je parle de ce qu'est l'après-football, je parle de ces stades qu'on a construits, est-ce qu'on va les laisser comme ça? Voilà le cas aujourd'hui, parce que le coronavirus, le stade Mbappé a aidé, et que maintenant, comme a dit Emmanuel Mahop, qu'il y aura
des gens qui viendront inspecter ces stades. Oui, est-ce que nous pourrons retrouver ces stades? Je crois, prenons le cas, d'ici 3 mois, quelques semaines, les clubs qui sont qualifiés seront déjà là. Parce que vous ne comptez pas, nous sommes aujourd'hui le 2, mais dans bientôt... septembre. Voilà, 2 septembre. Dans bientôt, d'ici le 15 décembre, tu auras déjà les pays qui viendront pour ne serait que s'installer à jouer leur premier match en janvier. Donc je me dis qu'il faudrait que le ministère a bien fait de donner ces infrastructures pour qu'on essaie, en essaie aussi. Parce qu'il ne faudrait pas seulement attendre la compétition pour y jouer. Il faudrait qu'on puisse ne serait-ce que donner. Et ceux qui ont pu faire ce travail puissent ne serait-ce que juger s'ils ont fait de bon travail. Parce qu'aujourd'hui, on en souffre parce que quelque part, regardez le stade de Limbé. Je crois que les gens ont commencé à jouer avant que le gazon puisse ne serait-ce qu'être stable. C'est pour ça que ça prend d'autres couleurs aujourd'hui. C'est pour ça que ceux qui font la maintenance de ce stade ne connaissent même pas comment maintenir ce stade. C'est pour ça que le gazon est dégradé. Moi, je crois que si on laissait le temps, comme on a laissé le temps pour le stade de Japoma, arriver là-bas, c'est un bijou. Ceux qui joueront le premier match du championnat, à la date que l'Africa Foot, le CTT va donner, pour commencer le championnat, on connaît déjà que le premier match, ce sera Union contre PW de Bamenda. Je crois que c'est tout le Cameroun. C'est maintenant qu'il faudra qu'on commence à faire la pub de ce match pour que nous arrivions à avoir au maximum de personnes qui vont voir ce bijou que le Cameroun, le président de la République a offert au Camerounais. D'accord, merci bien coach. Et Emmanuel Marob faisait bien d'évoquer déjà l'impact que peut avoir l'absence de championnat par rapport aux préparatifs du CHAN 2021. Et je le disais à l'introduction de cette émission lundi, il y a l'entraîneur, le sélectionneur des Lions Aprime qui a rendu public une liste de 30 joueurs convoqués pour le stage préparatoire post-Covid, si on peut le dire ainsi, même si le Covid n'est pas complètement passé. Le stage est prévu dès le 15 septembre prochain au centre de l'excellence de la CAF à Bankomo. 30 joueurs sont attendus. Il y en a 9 autres sur une liste d'attente. Dans le contexte actuel, Emmanuel Marob, est-ce qu'on peut véritablement dire que le Cameroun va préparer ce CHAN-là dans des conditions optimales? Ne perdons pas de vue que ça n'avait pas été la pandémie à Covid-19 que le Cameroun aurait abrité excellemment. Et je pèse mes mots, le CHAN en avril dernier. Voyez-vous, le Cameroun en était prêt. Parce qu'il suffisait d'assister à la cérémonie de tirage au sort le 17 février au Papouzi, Palais des Sports de Yaoundé. Extraordinaire, avec tout le Gotha du football et continental et même mondial, le président Ahmad Ahmad, c'était extraordinaire. Donc rien qu'à partir du tirage au sort, on savait que la compétition se passerait très bien. Mais malheureusement, la Covid-19 est arrivée comme un cheveu dans la soupe. Et on était obligé, on en est obligé même, parce que c'est pas encore fini, on en est obligé de faire avec. Mais maintenant, vous parliez de post-Covid-19, oui, on peut le dire, mais davantage post-confinement, parce que maintenant, le confinement, il n'est plus accéléré, il n'est plus fermé. Non. Est-ce qu'on peut préparer le CHAN, vous me posez la question, sans le championnat? Je dirais non. Sans le championnat, de manière globale, non. Pourquoi? Parce que ces internationaux qu'on a appelés sont supposés appartenir aux clubs locaux, parce que évidemment le CHAN ne concerne que les clubs locaux, du moins les internationaux sont issus des clubs locaux. Et du coup, même s'il leur arrivait avec le coach Clément Aroga de les maintenir ensemble jusqu'au CHAN, ce ne serait pas sympa, honnêtement, parce qu'ils ont besoin d'être en club, de se jauger, etc., de jouer en club, sur le plan physique, d'être au point, et puis se retrouver en sélection, parce que la sélection a ceci de particulier, c'est que en sélection, honnêtement, on n'apprend rien aux joueurs. On prend les meilleurs, justement, qu'on met ensemble sous le contrôle du coach sur ce plateau pour espérer produire un résultat. C'est peut-être en club encore qu'on peut avoir certaines choses à apprendre de manière régulière, de manière quotidienne aux entraînements. Mais en sélection, ça n'est pas le cas. Donc, ça peut avoir un impact. Impact pourquoi même en réalité? Si d'aventure, si un temps soit peu, Lydie, vous me permettiez de laisser le volet même de joueurs. On ne peut pas penser abriter un CHAN, nous les Camerounais, sans championnat
au préalable. Ça n'aurait pas de sens. Parce que le CHAN, c'est quoi la définition? Vous la connaissez, tout le monde la connaît. C'est le championnat d'Afrique des Nations. Et qui dit championnat d'Afrique des Nations concerne les joueurs locaux. Et les joueurs locaux, ils sont sélectionnés, ils évoluent sur la base des clubs parce que le championnat est en train de se jouer. Il y aurait pas de visibilité. C'est pour cela donc que je dis que s'il n'y avait pas championnat, honnêtement, le CHAN serait forcément au rabais. Est-ce qu'il y aurait même le CHAN? Est-ce que la CAF, plus tard, s'il n'y avait pas championnat, si la pandémie, à supposer que la pandémie en arrive à reprendre du volume, mais forcément, ça risque d'être perturbé. Parce que s'il n'y a pas de championnat au Cameroun, évidemment, ailleurs, il n'y en aura pas. Et du coup, les autres pays, les 15 pays, plus le Cameroun, amenés à participer au CHAN, ne viendraient pas. Parce que ce serait un peu compliqué. Donc, s'il n'y a pas de championnat, de suite, je vous réponds, ce sera un problème. Bon, mais maintenant, s'il y a un report du championnat, ce sera peut-être la prochaine question. Il peut avoir un impact toujours, mais l'impact sera négatif, il sera infime. Parce qu'in fine, voilà, le championnat se serait joué, et peut-être physiquement, à un moment donné, le coach et tout son staff technique, et dans cela, par les préparateurs physiques, trouveraient des solutions idoines pour permettre aux joueurs d'être physiques. Parce que les 30 qu'il a sélectionnés sont ceux-là qui sélectionnent depuis, et il les retient maintenant, aidé en cela par son staff, pour une période de 10 jours, non pas vraiment pour une mise en place tactique quelconque, non pas pour une préparation physique, mais davantage, et c'est ce qu'il faut retenir, pour la vie du groupe. Parce que cette vie-là leur manquait. Et vous savez pertinemment qu'au-delà du jeu sur le terrain, le coach Mabouka le sait mieux que moi, il y a le volet vie du groupe, le volet fusion, le volet synergie et le volet fusion des énergies dont il a besoin. Et après ce stage-là, il saura sur quel pied danser dès lors que le championnat aura commencé. Et ceux d'entre joueurs qui ne seront pas bien physiquement, peut-être qu'ils ne seront pas là, etc., etc. Mais il a déjà son squelette, sa colonne vertébrale, c'est pour cela qu'il les a convoqués. Et à cette convocation, honnêtement, je dis bravo sans risque de me tromper. Même si on est dans un contexte de crise sanitaire, regrouper 30 joueurs dans un même espace, est-ce qu'on devrait s'inquiéter? On ne doit pas s'inquiéter. Le coach Mabouka, fort à propos, en parlait tout à l'heure, quand il s'est agi de parler des stades d'entraînement des clubs. Et il a bien précisé, si les clubs avaient leur stade d'entraînement, évidemment que c'est les joueurs, c'est les remplaçants, c'est le staff technique et les dirigeants qui iraient aux entraînements. Et du coup, après les entraînements, ce serait fermé. Donc c'est circoncis, c'est bien circoncis. On sait que, je dis n'importe quoi, qu'il y a une soixantaine de personnes qui viennent, on les contrôle 2-3 fois par jour. Après, on ferme le stade. C'est exactement la même chose. Il en a convoqué 30, il a son staff technique, il a tout ce qui l'entoure. Donc, du coup, ils seront dans un espace-temps bien défini et dans un espace bien contrôlé. Parce que les contrôles, ils se feront quasiment toutes les 6 heures. Et du coup, il n'y a pas de risque de s'inquiéter. Ceux des joueurs, justement, qui seront contrôlés positivement, ils seront mis hors en attendant de recouvrer la santé. Donc, il n'y a pas de souci. Ça se passe partout, d'ailleurs, en France, en Europe, où la Covid-19, ça vous le savez, a tué, a décimé, malheureusement, pas mal de personnes. Les championnats sont restés en hibernation pendant 3 mois, 4 mois, mais là, ils sont revenus en force et revenus avec les spectateurs au stade. Le championnat de France, vous en avez souvenance. Pour la reprise, on s'est rendu à la deuxième journée. Il y a 5000 spectateurs qui sont admis. Donc, progressivement, les spectateurs sont admis. Mais pour le cas de ce stage-là, ils seront vraiment confinés encore et étant contrôlés avant et après, il n'y a pas de risque de s'en inquiéter. Il n'y a pas de risque. Alors, coach, dans le contexte actuel, là, je vais vous poser la question aussi, est-ce qu'on va vraiment préparer ce championnat d'Afrique des Nations là dans les meilleures conditions? Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à un pas où ceux qui sont des sélectionneurs connaissent ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Parce que vous allez retrouver des joueurs qui ont fait 6 mois sans jouer, sans ne serait-ce que faire quelque chose, et que ça sera le premier test. Je crois qu'il n'y aura pas une séance d'entraînement. Tout va commencer d'abord par les tests. Absolument. Absolument. Et je crois que le ministère, 3 semaines passées, avait déjà mis dans les dispositions de pouvoir ne serait-ce qu'essayer d'amener le centre technique de Oja, de Bankomo, de la CAF, à pouvoir prendre cette valeur-là qu'elle avait avant. Ça veut dire que mettre ça à niveau, de telle en sorte que les joueurs qui viennent, qui seront, ne seront pas contaminés. Je crois que si ça a déjà été fait, déjà le 15, quand les joueurs vont entrer, il faudra les tester. Absolument. Les retester à chaque jour. Mais tout à fait. Parce que quelque part, ils seront bien confinés. Et je crois que c'est ça, cette mesure-là que le ministère,
la FECAFOOT et le coach Aroga, on lui a donné des garanties. Je crois que c'est pour cela que ce stage, l'impact que ce stage aura, ce sera seulement que l'entraîneur de A' va commencer à entraîner les joueurs qui n'ont pas encore commencé les entraînements dans le club. Je crois que c'est ça qui aura, c'est là où il y aura un problème, parce que en renvoyant la date et en renvoyant par rapport sur les mesures sécuritaires du Covid-19, on aura ce cas où les joueurs viendront en stage sans toutefois avoir 3-4 séances d'entraînement. Donc pour moi, c'est la seule chose qui me fait peur. Oui, mais c'est pour ça que je disais, coach, honnêtement, permettez-moi d'échanger. Vous dites des choses super sympas. Je suis d'accord à fond la caisse. C'est pour cela qu'in fine, il faut comprendre en ce stage-là, justement, la vie du groupe, tout simplement. Il faut comprendre la vie de fraternité, la vie de conquérant. Évidemment, le 6e CHAN abrité par le Cameroun, on a envie d'aller le chercher parce que le Cameroun ne l'a jamais remporté. Donc, tous ces joueurs-là, il les connaît. Évidemment, qu'il sait qu'il y a des tares sur le plan physique, mais il a envie de renouer, justement, de faire renaître cet esprit de groupe, tout simplement. Voyez-vous, pendant 10 jours, après certainement en club, ils vont reprendre goût à l'activité physique, etc., etc. Donc pour les prochains stages... Le CHAN approche aussi à grands pas. Oui, mais c'est la vie du groupe d'abord qui est... Parce que pour moi, il faudrait qu'on essaie d'avoir l'impact du préparateur physique qui est en équipe nationale A' et du préparateur physique qui sera dans le club. Parce que c'est là où ça va jouer. Ça veut dire que, moi j'ai dit, il faudrait qu'on essaie, on ne blague pas dans le football. Le football est quelque chose que, si on essaie de blaguer, on aura, c'est qu'une préparation qui n'a pas de bon sens, et une préparation qui est un peu du méli-mélo. Je crois qu'il faudrait que l'entraîneur de A' avec son préparateur physique puisse donner un programme spécifique physique à tous les clubs qui auront les joueurs à l'équipe nationale A'. Parce que si ça va passer comme ça, ou le dosage qu'ils vont prendre à l'équipe nationale A', et en club, quand il vient, le dosage n'est pas au même niveau, ça causera problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, ceux qui me suivent aujourd'hui prennent ça en considération, parce que le football est qu'il faudra préparer l'athlète pour jouer le haut niveau. Le haut niveau ne trompe pas. Le haut niveau, on prend toutes les précautions, on prend tout ce qui est bon pour ne serait-ce que gagner. Je crois que c'est là où le coach Ivaroka gagnera. On est pratiquement à la fin de cette émission. De manière globale, une lecture quand même, une analyse, Emmanuel, sur cette liste. De manière globale. Il y a une petite polémique là sur le cas Omosola et tout ça. Donc, oui. Évidemment, toutes les listes, elles seront toujours contestées. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu de contestation à chaque fois. Et comme le disait le président Mobutu, de regretter mémoire, paix à son âme, les Bantous, on a chose de particulier, c'est qu'on est un monde de juxtaposition, un monde de fusion. Voyez-vous, on n'est pas un monde d'opposition. Non, je ne conteste pas. Pourquoi? Parce que de toutes les sélections, très rapidement, je vais le dire, s'il fallait contester toutes les sélections, on aurait guillotiné Aimé Jacquet en 1996, quand il se décide de se séparer de certains cadres, Papin Cantona, etc., Ginola, on en a souvenance, mais il est allé faire des résultats. On se serait passé on aurait guillotiné Didier Deschamps, qui ne sélectionne plus Benzema depuis 4 ans, mais ça ne l'a pas empêché d'être champion du monde. Quand je l'ai dit, je reviens à la liste pour dire ceci, on pourra juger Aroga à la fin du CHAN, c'est-à-dire si ses choix au préalable étaient bons ou mauvais. Mais maintenant, il a préféré prendre, parce que sur aucun critère en réalité, en l'état, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de championnat, les gamins ne jouent pas, même s'il a dit lui-même qu'il avait le regard sur certains, sur le plan physique, mais il n'a pas d'outils sur la main pour lui permettre de sélectionner à proprement parler. Ça veut dire que l'unité de mesure qui est le championnat n'existe pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est une sélection dont il veut maintenir la vie du groupe. Il sélectionne ce qu'il a eu depuis qu'il est appelé à la tête de l'équipe nationale. Ce qui est logique et cohérent même dans sa tête, ça j'approuve. Donc il les prend pour voir, pour renaître, pour refaire naître la vie du groupe, etc. En espérant que cette fois-ci en club, comme le disait le coach Ernest, ils seront dosés sur le plan physique à la bonne enseigne, c'est-à-dire pareillement qu'en équipe nationale, et surtout qu'ils auront du temps de jeu pour espérer que ceux-là finalement, il va les prendre pour former le squelette de l'équipe nationale et espérer aller chercher le Graal. Donc c'est la lecture que je fais, c'est la lecture que tout le monde fera, parce que je l'ai dit précédemment, ça aurait terminé, j'atterris en 30 secondes, il n'y a aucun critère qui lui permet de sélectionner un joueur maintenant. Mais les joueurs quand même qui sont sur cette liste.
Oui, mais non, mais les 3 gardiens de but, on les connaît. C'est vrai que Omosola, un coup il est à Bambotos, un coup il est au Congo, mais on a rappelé Agné. Mais c'est les 4 qui sont revenus toujours. Il n'y a pas de souci. Et Tabawak, il revient toujours. Arunandan, qui faisait partie de la liste d'attente, rejoint la liste qui n'est pas celle d'attente. C'est sympa, ça veut dire qu'il a progressé. D'ailleurs, le coach a dit qu'il avait un œil sur lui. Mais Arunandan, c'est une plus-value. Lynn Samuel, honnêtement, c'est la crème des crèmes. Donc, il n'y a pas de raison que cela ne revienne pas. Sauf que, et c'est ça le plus important, entre-temps, d'ici à là, s'il y en avait 2-3 qui tapaient dans l'œil du sélectionneur pendant que le championnat sera en train de jouer, évidemment, qu'il va les appeler. Mais le plus important, ça je vous le dis, tous les sélectionneurs vous le diront en équipe nationale, la vie du groupe est très, très, très importante. C'est les gamins qui se connaissent depuis, autant mieux les maintenir en espérant que physiquement, ils seront bien, ils auront du temps de jouer en club pour que le rythme tienne, pour aller chercher le plus. Un mot pour terminer sur les gardiens, vous, dont la spécificité, justement, c'est les gardiens de but. Un mot, je pourrais dire qu'il faudrait que le footballeur camerounais soit plus sérieux et le dirigeant soit plus sérieux. Je vais résumer un peu, parce qu'aujourd'hui, on va essayer de pouvoir voir ces joueurs aller au rabais. Pourquoi? Parce que la liste que le coach a pondue, c'est une liste où les joueurs n'ont pas encore renouvelé leur contrat dans le club. Un. De deux, il y a des joueurs qui se disent aller je suis à Bambotos, ça veut dire qu'ils quittent du Congo pour Bambotos et que demain, après-demain, ça ne puisse pas se réaliser parce que ça peut aller au rabais. Ce gardien en disant que je m'en vais à Bambotos et le contrat, le président lui dit que tu as déjà dit que tu vas à Bambotos et le contrat ne suit pas. Donc pour moi, je dis que la seule chose que nous aurons comme problème, c'est qu'il faudrait que le joueur camerounais et le sélectionneur puisse avoir les informations qu'il faut pour appeler le joueur et appeler le nom du club là où le joueur est. Et pas d'appeler un joueur qui n'a pas encore renouvelé son contrat et un joueur qui n'a pas signé son nouveau contrat dans le club. Problème, Donc c'est là où moi j'ai dit que ça posera problème. Merci. Merci coach, merci Emmanuel Mahop, merci à toute l'équipe technique, Erin Gando qui a assuré la réalisation ce soir. Merci à vous mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.